À force de lire des ouvrages sur les femmes dans l'histoire, j'ai fini par me demander si les féministes n'étaient pas les plus grandes ennemies des femmes. Oui, les mêmes qui chouinent parce que l'on a effacé les femmes de l'histoire, les effacent, les réduisent à peau de néant. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. De même, en regardant mes statistiques YouTube, en analysant mes interactions sur les réseaux sociaux, force m'est de constater que la question des femmes, et plus particulièrement des femmes dans l'histoire, intéresse principalement les hommes. Tu es une petite chaîne, tes données sont forcément biaisées. Certes, mais je flirte autour des 90% de public masculin. Selon les vidéos, je suis presque à 100%. Les deux vidéos qui font exception sont le télétravail et l'avortement. Et celle concernant le viol? Pareil, on est autour de 80% de public masculin. Et encore pareil pour les biographies. Jeanne de Belleville, Mabile de Bélène, Mathilde de Flandre. Mais cela, je peux le comprendre. Ce que j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, c'est comment des femmes qui ont fait des études d'histoire, voire qui l'enseignent, comment des féministes qui écrivent des essais et s'intéressent au sujet, comment des intellectuels engagés peuvent tenir un discours aussi biaisé, affirmer avec autorité de telles conneries. Le pire, c'est que leur position fait argument d'autorité. Moi-même, j'ai douté de ce que je savais. Nul doute que leurs lecteurs les croient. J'ai vu des hommes dont je respecte les connaissances historiques tomber dans le panneau. L'évolution de la place de la femme dans la société. Là-dessus, je vous invite vivement à lire Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, c'est rien de nouveau. J'ai moi-même fini par douter. Mais le pire n'est pas là. Le pire est que l'on pourrait finir par ne plus les croire du tout, qu'on ne s'intéresse plus du tout au sujet des femmes. Et pour vous le prouver... Ah non, tu ne vas pas nous faire la liste de tous les livres que tu as lus, nous révéler toutes leurs incohérences, tu râles plus en lisant que moi sur Elden Ring. Non, je vais me contenter de 2 livres, 2 exemples contraires. D'abord, le livre de Catherine Chadefaux, Histoire des femmes en France de la Renaissance à nos jours, édition Ellipse, collection biographie et mythes historiques, pour qui les femmes ne commencent à exister qu'à la Renaissance. Puis le livre de Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales, édition Le Livre de Poche, pour qui la femme était le centre du monde au Moyen-Âge. 2 discours à l'opposé. Oui, 2 discours à l'opposé, 2 discours féministes et bien pensants, 2 discours sans nuance, mais qui ont le même résultat, effacer les femmes, leur histoire. Catherine Chadefaux, Histoire des femmes en France de la Renaissance à nos jours. Catherine Chadefaux est agrégée d'histoire, titulaire d'un doctorat de HP, docteur ès lettres et sciences humaines de l'université de Paris-Sorbonne. Il faut savoir qu'elle a enseigné en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Et je suis désolée, j'ai essayé de respecter les diplômes, mais force est de constater que le niveau scolaire ne baisse pas seulement chez les élèves, mais également chez les professeurs. Pourquoi depuis la Renaissance ? On est en droit de se demander pourquoi cette spécialiste de l'Égypte antique commence son histoire des femmes en France à la Renaissance. J'ai d'abord imaginé que c'est parce qu'elle ne maîtrise pas le Moyen-Âge, et j'aurais trouvé cette position respectable. Mais non, elle explique ce choix dans une longue litanie chouinante concernant la déshistorisation des femmes, et nous explique dès le début que la déshistorisation des femmes est tellement aiguë au Moyen-Âge qu'il faut attendre 7 siècles après Geneviève, 419-512, pour qu'une autre figure féminine apparaisse dans l'histoire, Blanche de Castille, 1188-1252. Vous avez bien compris, selon elle, il n'y a que 2 personnages remarquables féminins au Moyen-Âge, Sainte Geneviève et Blanche de Castille. Même si, juste après, elle justifie les actes de Blanche de Castille en précisant « selon la volonté de sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine ». Si c'est pas une femme badass, ça, Aliénor d'Aquitaine. Excuse-moi, c'est nerveux. À ce niveau de conneries, alors qu'on n'en est pas à la 10e page. Alors, bien évidemment, on peut se demander pourquoi elle n'a pas cité Aliénor d'Aquitaine. Et ma théorie sur le sujet, c'est qu'en plus d'une méconnaissance de l'époque, elle a soigneusement évité toutes les femmes badass, guerrières, maîtresses femmes. Elle a fui tous les viragos, toutes ces personnes de sexe féminin, mais peut-être pas avec le comportement stéréotypé que le patriarcat et les néo-féministes 2.0 attendent d'elle. C'est dommage, le Moyen-Âge est rempli de femmes fortes, mais Madame Chadefaux préfère les décrire comme des victimes, reléguées aux soins de la basse-cour et à ceux de la maisonnée. Elle enchaîne les grossesses non désirées, dont chacune peut lui être fatale,
Elle est soumise à l'autorité du chef de famille et subit bien souvent les décisions de la parentèle du maître. Sa vie est un esclavage qui ne dit pas son nom. Elle ne peut imaginer une vie différente car le plus souvent elle ne sait ni lire ni écrire. Et si bien sûr cela recouvre une certaine réalité, c'est une réalité partielle, voire partiale qu'elle décrit là. Donc, de manière très cohérente, elle fait commencer l'histoire des femmes en France avec les procès en sorcellerie. Enfin presque. Avec des féministes comme ça, vous n'avez même plus besoin du patriarcat pour vous opprimer. Les femmes sentent bon. Donc, on l'a compris, le mâle Moyen-Âge laisse la place à la Renaissance et faisant fi de la question de Joan Kelly, les femmes ont-elles connu une Renaissance ? Oh, de grands classiques. Mais je crois que la conclusion est que la Renaissance a relégué les femmes à la sphère privée. C'est exact. Mais ce que retient Catherine Chadefaux, c'est que la promiscuité médiévale disparaît et laisse la place à une certaine pudeur dans la vie intime et les relations sexuelles. La cour se civilise avec l'entrée des femmes dans l'entourage des princes. Et pour que vous compreniez l'idiotie d'une telle position, je vais vous lire la conclusion de l'article de Joan Kelly. En somme, une nouvelle division entre la vie privée et la vie publique commença à se faire sentir. C'est à travers cette division que la relation moderne entre les sexes fit son apparition. Les femmes nobles furent de plus en plus écartées des préoccupations publiques, économiques, politiques et culturelles. Et bien qu'elles ne disparurent pas dans la sphère privée liée à la famille et à la maison autant que leurs sœurs de la bourgeoisie patricienne, leur perte de pouvoir public se manifesta au travers de contraintes nouvelles qui commencèrent à peser sur leur vie personnelle et sociale. Les idées de la Renaissance sur l'amour et les bonnes manières, plus classiques que médiévales, et presque exclusivement de facture masculine. Oui, des hommes, oui, il n'y a pas plus paternaliste que cette idée. Reprenons. Et presque exclusivement de facture masculine, exprimèrent cette nouvelle subordination de la femme aux intérêts du mari et des groupes de parenté dominés par les hommes qui servirent de justification à l'expulsion des femmes de toute position de pouvoir et d'indépendance érotique jugée indigne d'une dame. Toutes les avancées de l'Italie de la Renaissance, son économie proto-capitaliste, ses États et sa culture humaniste œuvrèrent à faire de la femme noble un objet esthétique, convenable, chaste et doublement dépendante, tant vis-à-vis de son mari que du prince. Ce qu'elle prend pour de l'émancipation est en fait ce qui les a écartées du pouvoir. Les femmes bavasses. C'est exact! Et elle va jusqu'au bout de son contresens. Elle va voir dans la création des salons mondains une possibilité pour les femmes de se révéler, une forme d'émancipation des femmes, alors qu'ils ne sont que la conséquence de leur écartement de salons bien plus intéressants, ceux où avant elles siégeaient et prenaient les décisions. Et ce qu'elle met en avant dans les salons, c'est leurs valeurs. Je cite, « Leurs valeurs sont la bienveillance, la courtoisie et la tolérance. » Oh punaise, une woke. Qu'en est-il des autres époques, de l'origine du monde à la naissance du féminisme? Elle fait des retours permanents à l'Antiquité. Elle aurait certainement mieux fait d'écrire un livre sur les femmes à l'Antiquité. Parfois, il faut savoir se cantonner à son domaine de compétence. J'ai eu l'impression de lire un mauvais manuel d'histoire, car elle reprend l'histoire de France de manière tout à fait classique. La seule différence, c'est qu'elle n'oublie pas d'évoquer les personnages féminins qui ont joué un rôle, et ce jusqu'à la Révolution. On s'ennuie, on cherche à chaque ligne ce que l'on est venu chercher. Elle ne parle jamais vraiment de la place des femmes, elle efface les femmes du livre qu'elle écrit sur elles. La naissance du féminisme. Et lorsque l'on arrive enfin à la naissance du féminisme, elle ne parle plus de l'histoire des femmes en France, mais de celui du féminisme en France. Alors, c'est sûr, là, on apprend plein de choses. Par exemple, en 1888, Hubertine Auclair décrit la condition misérable des femmes musulmanes soumises au double patriarcat, colonial plus local. Elle estime que la libération des femmes indigènes passe par une assimilation dans un environnement culturel français. Que les mouvements féministes de droite de type Némésis ne datent pas d'hier. Enfin, ça,
C'est si elle faisait une analyse. Non, elle se contente d'évoquer Marguerite Maugeret, 1844-1928, le féminisme chrétien et d'autres féministes croyantes. Non, parce que s'il y a bien quelque chose qu'elle respecte tout au long de ce livre, c'est de ne jamais évoquer les femmes méchantes, des femmes qui sortent du cadre niais qui nous est imposé par des pseudo-féministes qui prétendent défendre nos droits. Pour en venir où ? Et une fois que l'on arrive à la fin de son pavé, on est en droit de se demander quel était l'objectif du livre. Car c'est bien de savoir que, sous Vichy, le travail des femmes est condamné. Le délaissement de leur foyer et de leurs enfants est reconnu comme une cause majeure de la défaite. Grosse difficulté pour beaucoup de femmes célibataires ou veuves, avec ou sans enfants. Cela aura pour conséquence de grosses manifestations. C'est toujours sympa de voir apparaître le nom de Ménie Grégoire. Mais pour ma part, j'ai toujours appris qu'un texte, qu'il soit en 3 ou 2 parties, selon que vous ayez fait Sciences Po ou l'ENA, doit démontrer quelque chose. Or, dans son texte, bien qu'elle écrive qu'en 1968, toute la mouvance féministe, malgré ses dissensions internes, ne concerne guère qu'une élite intellectuelle de diplômés d'artistes, bien qu'elle remarque que la fragmentation idéologique des courants féministes, dans la mesure où il exerce des pressions par le respect des différences du genre, ouvre involontairement la porte aux demandes communautaristes, elle n'en tire aucune conclusion. Pire, dans la dernière partie traitant de la situation actuelle, elle n'évoque aucun des mouvements controversés aujourd'hui. Elle ne parle ni des mouvements trans, ni des mouvements intersectionnels. Et en fermant le livre, reste une question en suspens. Est-elle woke ? C'est-à-dire, croit-elle que les femmes ne sont qu'amour et douceur ? Ou n'a-t-elle pas osé nous proposer une véritable analyse ? A-t-elle peur ? Quoi qu'il en soit, ce livre vous dessert plus qu'autre chose. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui nous dessert encore plus. C'est quand on essaye de faire passer des femmes pour des surhommes. Régine Pernaut, La femme au temps des cathédrales. Alors ce livre, pour une raison qui m'échappe, fait référence auprès de tous ceux qui s'intéressent de loin au monde médiéval. Alors qu'elle soit connue chez les féministes, je comprends, car ses recherches ont visé à modifier la vision de la condition féminine au Moyen-Âge. Je trouve cela particulièrement drôle car il est évident qu'elle a beaucoup pompé dans le livre de Léon Gauthier, La chevalerie, publié en 1895, et vous m'accorderez que cet historien n'est pas le produit d'une période favorable aux femmes. Or, il apparaît vite que son ouvrage a des biais particulièrement marqués. Les femmes sont douces. Toutes les femmes sont douces. Oui, les femmes sont douces, et les preuves sont nombreuses. Les premières à se convertir au christianisme sont les femmes, une religion d'amour et de paix. Enfin, aujourd'hui peut-être. Pour elle, Isabelle de Montfort ne fait preuve que de bon sens quasi maternel. Isabelle de Montfort, vous savez, cette femme dont Ordéric Vital dit « Ne craignez pas d'endesser la cotte de maille et de combattre à cheval comme un homme ». Elle évoque également Sainte Olga, sans jamais évoquer tous ses crimes. Crimes qui l'ont rendue célèbre et qui seraient à l'origine de la fondation de la Russie. La Russie, fondée dans l'amour et la paix, on y croit tous. Aliénor d'Aquitaine est douce et belle. Même Bertrade de Montfort, une salope absolument géniale, est présentée comme une sainte. Elle s'extasie sur le fait que Robert d'Abrissel, fondateur de l'ordre Foncerneau, veut que ces monastères masculins soient dirigés par des abbesses veuves, s'oppose au mariage des prêtres, oubliant d'une part qu'il fait exception et d'autre part qu'il voit les femmes comme des mamans. Des extrapolations osées. Tout est extrapolé. Elle écrit que le plus grand nom de la littérature au Xe siècle est celui de l'abbesse Gandersheim Horswitha, car selon l'historien de la littérature allemande Ernest Tonola, elle est peut-être l'écrivain le plus original au temps des Othons. Pas pareil, hein? Tout est merveilleux. Elle explique que c'est sur une toile de fond d'une époque d'un grand dynamisme technologique qu'il faut imaginer la femme à la période féodale, oubliant les conséquences que ça a eues. Elle ose même citer Robert Fossier, 1976, alors qu'il est évident que c'est la maison qui forme la cellule essentielle de la vie. Si, comme il est certain, la femme y règne, c'est bien elle et non l'homme
qui occupe le centre de la société. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Est-ce un livre d'histoire ou un livre féministe? Car au final, ce livre d'histoire est moins un livre d'histoire qu'un pamphlet féministe. Elle conclut d'ailleurs son livre par une question. Ne faudrait-il pas une solution féminine pour mettre un terme à l'injustice généralisée? Conclusion. Que les féministes parlent d'histoire, il n'y a rien d'étonnant. Que les historiens parlent des femmes, c'est bien normal. Et d'ailleurs, je serais mal placé pour dénoncer le mélange des genres. Cependant, cela demande de le faire avec rigueur dans une forme d'honnêteté intellectuelle. Simone de Beauvoir l'avait fait en son temps. Elle écrit dans le Deuxième Sexe, au cours du Moyen-Âge, le livre pénitentiel déclare « Si une femme enceinte fait périr son fruit avant 45 jours, elle subit une pénitence d'1 an. Si c'est au bout de 60 jours, de 3 ans. Enfin, si l'enfant est déjà né, elle doit être traitée en homicide. » Et c'est rigoureusement vrai. On peut le faire. Sauf qu'aujourd'hui, on voit pulluler les ouvrages féministes, rabâchant toujours les mêmes préjugés sur le Moyen-Âge. Que ce soit Octavie Delvio, Victoire Tullion ou pire Rokhaya Diallo ou encore Bell Hooks, ces personnes décrédibilisent les femmes, effacent les femmes de l'histoire. Pire, on voit des historiens se plier aux règles du féminisme et leur injonction au politiquement correct. Que ce soit Catherine Chadefaux, mais aussi Annie Wang ou encore Jacques Rossiau, qui jettent le doute sur leurs propos et à leur manière effacent les femmes de l'histoire. C'est vrai que pendant longtemps, des historiens ont réduit à néant le rôle des femmes au Moyen-Âge. Et encore aujourd'hui, des personnes comme Joël Chevet, une femme, oui une femme, spécialiste de l'Ancien Régime, réduisent à néant le rôle des femmes au Moyen-Âge. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ceux qui composent la cour d'un prince ou d'un roi sont exclusivement des hommes, les femmes n'occupant aucune charge autre que domestique, ce qui est faux. Car heureusement, des femmes passionnantes ont existé. L'histoire en est remplie. Il suffit juste de les prendre telles qu'elles furent sans les juger avec notre morale contemporaine. Apprendre d'elles. Et oui, il y a des historiens qui le font. Vous pouvez lire Le vrai visage du Moyen-Âge, ouvrage composé d'une compilation d'interviews d'historiens qui ont travaillé sous la direction de Nicolas Weil-Parot. Chevaleresse, de Sophie Cassagne-Brouquet, tous les livres de Florian Féniel, ou encore Femmes de la Renaissance, de Sylvie Leclèche. Et je vais d'ailleurs finir cet épisode avec Sylvie Leclèche. Elle a raison lorsqu'elle conclut son livre par « Cette longue période de la Renaissance m'apparaît donc pour les femmes comme une période riche en changements et ruptures, avant une mise en ordre radicale de la société sous le règne de Louis XIV. Au-delà des siècles, elle nous parle encore. L'historienne et l'historien ne sont souvent que ceux du présent. »